Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a une question qui est intéressante pour voir un petit peu comment, en général, les Français réagissent par rapport à du factuel. Cette question, n'hésitez pas en commentaire à y répondre de votre point de vue, j'entends bien. Moi, je vais vous expliquer mon point de vue à moi, mais vous pouvez aussi avoir un point de vue tout à fait légitime par rapport à cette question. Mais évidemment, faut argumenter aussi. Pas dire juste moi je déteste ou je trouve que voilà. La question c'est parmi tous les présidents de la Ve République, quel est celui que vous considérez comme ayant été ou être le plus mauvais président de la République? Alors pour ceux qui auraient peut-être oublié, je rappelle les présidents de la Ve République, le premier instigateur de la Ve, le général de Gaulle, suivi de Georges Pompidou, suivi de Valéry Giscard d'Estaing, suivi de François Mitterrand, à qui a succédé évidemment Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et bien sûr maintenant Emmanuel Macron. Alors, moi je vais vous dire, pour moi, qui a été le plus mauvais président de la Ve République? Pour moi, c'est François Hollande. François Hollande pour plusieurs raisons. La première, c'est que il était censé être un socialiste, donc avec une politique de gauche. Or, force est de constater que pendant 5 ans, que ce soit son gouvernement Hérault, que ce soit son gouvernement Valls 2, et il y en avait un autre, c'était pas Collomb, Castet, c'était qui? C'était Macron? Je ne me souviens plus. Enfin bref. On s'est rendu compte très rapidement que François Hollande ne faisait pas une politique de gauche. Enfin, il y a eu quelques lois passées pour faire plaisir au lobbying, au progressisme, comme par exemple la loi sur le mariage homosexuel. Alors, attendez, ne dites pas que je suis contre. Je dis simplement que ce n'était pas essentiel, que c'est pas ce que la grande majorité de la communauté homosexuelle exigeait, mais qu'en réalité le mariage homosexuel était une exigence des lobbies LGBT. Terra Nova, par exemple, pour ne citer que lui, qui est le plus souvent responsable de certaines orientations, de certaines politiques, de certains gouvernements depuis quelques années. Deuxièmement, parce que François Hollande n'était pas le présidentiable de la gauche. On se souvient que François Hollande a été élu par une primaire assez bouffonnesque, on va dire, suite à la défection, par obligation, de celui qui était le plus présidentiable aux yeux de la gauche. C'était évidemment Dominique Strauss-Kahn. Sauf Dominique Strauss-Kahn, qui était président du FMI, ses commanditaires lui ont dit non, Coco, tu restes président du FMI, ne va pas te fourrer dans la politique ou devenir président de la République française. Nous, c'est pas le plan qu'on a prévu pour toi. Sauf que malheureusement, comme beaucoup de politiciens qui, parfois, de temps à autre, pètent un peu plus haut que leur cul, Dominique Strauss-Kahn n'a pas écouté le conseil. La suite, vous la connaissez. Et donc François Hollande a été un petit peu ce qu'on appelait le président malgré lui. Gauche. Alors, j'entends bien des gens, même sa compagne, l'actrice dont le nom m'échappe, Valérie Gaillet, Valérie Gaillet.
Payet c'est le mec, qui disait que ce qui l'avait séduit chez lui, c'était son intelligence. Oui, sauf que on peut être intelligent, mais attention, faut pas confondre intelligence et culture. Vous pouvez être très cultivé, mais totalement con comme un balai. Et malheureusement, François Hollande, c'est ça. C'est quelqu'un de très cultivé, mais je pense que le sobriquet de Flamby lui convenait très bien. J'ai même envie de dire qu'à plusieurs reprises, il y a quand même un karma qui s'est abattu sur Hollande. On se souvient, la cérémonie du 6 juin 1944, sa première cérémonie en tant que président investi, où il a pu des cordes. Et puis je sais plus, je crois qu'il y avait eu la foudre aussi qui était tombée, je sais plus où, le jour de son investiture, un truc comme ça. Enfin, il y a des signes comme ça. Alors après, bon, les signes, ça vaut ce que ça vaut. Mais je rappelle quand même que François Hollande, que moi je considère comme le plus mauvais président de la République, de la Ve République, moi ce que je lui reproche le plus, c'est d'avoir trahi la République. Il l'a trahi comment? Tout simplement parce qu'en 2016, il a tout simplement filé la carte bleue et le chéquier de la France à Bruxelles. Oui, je rappelle que même si Bruxelles envoie 1 ou 2 fois par an, je crois, ce que l'on appelle les GOPÉ, c'est-à-dire les grandes orientations et politiques économiques européennes, le terme recommandation est absolument à mettre entre guillemets. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les recommandations, il y a toujours un aspect économique, et dont des recommandations budgétaires. Or, je rappelle, au sein de l'Union européenne, tout pays membre reste de facto souverain. C'est-à-dire qu'il est en droit de faire ce qu'il veut. Même s'il a des recommandations issues de l'Union européenne, il n'est pas en obligation, sauf si c'est des décrets. Dans ce cas-là, ça passe par le Parlement et c'est le Parlement qui décide. Ou directive, ce qu'on appelle directive. Mais c'est pour ça que je dis que le terme recommandation est à mettre entre guillemets, parce qu'on s'est vite rendu compte que si dans les recommandations budgétaires, le pays ne suit pas les recommandations, comme par hasard, il est rappelé à l'ordre, voire même puni. Attendez, c'est des recommandations, donc principe des recommandations, logiquement, le pays fait ce qu'il veut. Il prend en compte les recommandations, ou alors il décide autrement. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Or, il faut savoir que pour cela, il faut que les pays apportent un engagement. Et l'engagement que certains pays de l'Union européenne ont fait, c'est tout simplement de soumettre leur budget à la Commission européenne. C'est-à-dire que tu fais un budget, mais après, une fois que tu as fait ton budget, tu l'envoies à Bruxelles et Bruxelles te dit OK ou pas OK. Alors encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Il y a ce qui est écrit sur le papier et la réalité. La réalité sur le papier, c'est que chaque pays est souverain et toute décision importante à l'échelle de l'Union européenne doit obtenir l'unanimité des pays membres. Sauf quand un pays, évidemment, possède un dirigeant qui n'est plus trop d'accord, qui est un peu réfractaire, et bien vous entendez dans les couloirs l'idée que ce serait bien qu'on écarte ce pays dans les votes. Là, vous pensez évidemment la même chose que moi à Orban, le
président hongrois, dont d'ailleurs actuellement la Hongrie subit une influence énorme pour prochaines élections, faire en sorte que Orban dégage et qu'on réussisse à placer le petit pion qui serait le doigt sur la couture. Et donc Hollande, alors je crois que ça faisait un petit peu comme la loi du 3 janvier 73, je crois qu'il a dû faire voter ça en catimini avec presque un quart de la représentation nationale, etc. Valider le fait que le budget de la France doit obligatoirement être validé par Bruxelles. C'est donc un transfert de souveraineté budgétaire. Donc, c'est une trahison vis-à-vis de la souveraineté, de l'autonomie, de la liberté de la France. Hollande est celui que Obama a appelé, qui, lorsqu'il y a eu le climat de détente avec l'Iran, Obama lui a dit t'es en train de faire quoi là? Renault, etc. là, tes industriels français là, tu les rappelles? Je veux pas les voir en Iran. Oui, bien sûr, pas de problème. Je m'en charge. François Hollande, c'est celui qui a osé dire aux Français que la finance était son ennemi. Enfin, mon ennemi, c'est la finance. Ah, oui, c'est un argument politique de poids. C'est un argument politique qui est entendu par la tranche populaire, ouvrière française. Sauf que 24 heures après, quand monsieur va à la City de Londres pour dire non, mais vous inquiétez pas, ça c'est juste, j'ai juste dit ça pour rassurer mes compatriotes. Et au final, pendant 5 ans, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu des socialistes au pouvoir adopter une politique capitaliste ultralibérale. Donc après, comment voulez-vous que le Parti socialiste ne fasse pas plus de 5% ou 10% à des élections? Tout simplement parce que les gens de gauche se sont sentis un petit peu trahis. Donc soit ils votent Mélenchon, soit ils votent pas. Sauf que là, ça fait depuis maintenant 10 ans qu'ils votent Mélenchon. Je pense qu'il y a beaucoup de socialistes qui ont compris l'arnaque qu'est Mélenchon. Surtout là avec ce qui s'est passé pendant le 1er mai, où vous avez Deitch qui s'est fait éjecter, insulter, et puis même le clan socialiste qui était présent dans le cortège, apparemment, qui se sont fait bousculer, agresser, insulter par les antifas. C'est pour ça, dans ma précédente vidéo, j'ai peut-être pas été très clair, mais je pense que LFI est en train de faire un baroud d'honneur, c'est-à-dire de tout faire pour essayer de récupérer de l'électorat en étant agressif, en poussant encore toujours plus le bouchon. Car, je rappelle, selon certains sondages, si l'élection présidentielle devait avoir lieu ce week-end, la LFI ne récolte que 8%, je crois. 7 ou 8%. C'est-à-dire qu'on est bien loin des 12% qu'on promettait à Mélenchon. C'est pour ça que là, actuellement, la LFI sont en train de faire de la com en disant oui, regardez, ce qui serait bien, c'est que tous les partis de gauche, les écolos, les socialistes, les communistes, on soit tous ensemble, parce que comme ça nous mettrait en 2e position pour un second tour. Ah ouais? Mais qui? Mélenchon, bien sûr. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de dire aux écologistes, alors le Tondelier, elle, de toute façon, elle est déjà vendue. Si vous êtes écologiste, je vous dis, elle va vous la jouer à l'envers, mais alors, même dans ses politiques, dans ses prises de position aujourd'hui, elle est en train de se LFiser. Elle devient de moins en moins écologiste. Et les socialistes, ils sont assis entre deux chaises, parce que évidemment, tous les gens de gauche, tous les gens socialistes, dans la plus pure tradition, aujourd'hui, ne veulent plus de LFI. Sauf que le problème, c'est que le Parti socialiste, même si dans les sondages
arrive à dépasser maintenant la LFI, c'est nettement pas suffisant pour prétendre réussir à être au second tour aux élections présidentielles de 2027. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a que à la limite les Républicains qui peuvent potentiellement réussir à positionner un candidat qui pourrait éventuellement finir au second tour, face évidemment au Rassemblement national. Là aussi, le Rassemblement national, on ne sait pas. Est-ce que Marine Le Pen va peut-être y arriver ou est-ce que c'est Bardella? En fait, 2027, dites-vous bien, vous n'aurez pas de choix. Parce que de toute façon, c'est ça aujourd'hui, c'est la politique du non-choix. C'est on vous oblige, on vous fait peur, on va vous bloquer dans un coin pour vous obliger à voter pour des gens que vous ne voulez pas voter. Et puis François Hollande, il n'a jamais eu la carrure d'un président. Alors j'entends bien, peut-être que certains d'entre vous me diront « Oui, mais Emmanuel Macron a fait pire. » Mais oui, mais il a fait pire, mais on le savait. Emmanuel Macron, à partir du moment où il a été élu en 2017, on le disait que c'était un banquier, on le disait que c'était un liquidateur de la France. Donc il reste totalement cohérent dans sa politique. Alors que Hollande, il a promis monts et merveilles, et en réalité, il a fait tout le contraire. Moi, je dis qu'aujourd'hui, si les socialistes sont au niveau auquel ils sont aujourd'hui, c'est à cause de François Hollande. C'est à cause de ces 5 ans de catastrophe, de mensonges, de trahison à tout bout de champ. Et le mec, ça ne l'a pas empêché de se faire réélire député. Il y a des moments, je vous le dis, franchement, en France, je suis désolé pour tous les Français qui peut-être ont encore un peu minimum de lucidité, de raison, d'intelligence, de culture, mais vous méritez ce que vous élisez, quoi. Alors aujourd'hui, il y a peut-être des Français qui l'ont compris et qui justement ne veulent plus participer, ne veulent plus contribuer à ça. Et ça va avoir, tôt ou tard, de toute façon, des répercussions et des conséquences économiques. Et là, je pense particulièrement aux grandes villes. Parce que les grandes villes, à force d'élire des pignoufs, il y a un moment donné où... Moi, je vous le dis franchement, aujourd'hui, si je devais revenir en France, je n'irais habiter dans aucune ville. J'irais plutôt habiter dans des petites villes, dans des petits villages. Mais pas dans des grands centres urbains, c'est fini. C'est des endroits qui vont pourrir sur place. Pour différentes raisons. Même déjà, vous voyez, à Saint-Denis, ils ont eu une politique à un moment donné pour attirer les entreprises. Donc, des facilités fiscales, des réductions fiscales, etc. Sauf que ce qu'ils ont gagné, les entreprises, fiscalement, ils l'ont perdu dans des investissements qu'ils sont obligés de faire pour protéger, pour sécuriser, pas seulement leurs entreprises, mais aussi leurs employés. Moi, je sais pas, je suis un entrepreneur, même si on m'offre une réduction de 30% sur mes impôts pour aller m'installer à Saint-Denis, je vais y réfléchir à 2 fois. Il m'intéresse que l'endroit soit isolé, accessible, sécurisé. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en France, il y a des tas de problèmes sur lesquels on ne résout pas les problèmes, on les déplace. Et ça, aujourd'hui, alors je vais vous dire, je vais peut-être vous étonner, mais je déteste Manuel Valls, parce que dans le genre girouette, et en plus de ça, on peut dire qu'aujourd'hui, Manuel Valls, il est en partie responsable d'une sorte de sacralité de la communauté sioniste en France. Et du fait qu'aujourd'hui, si tu critiques les sionistes, t'es antisémite. Bon.
Mais sur certains points concernant la délinquance, l'insécurité, etc., force est de constater qu'aujourd'hui, il avait raison. Quand il pointait l'antisémitisme en essayant de montrer que l'antisémitisme était plutôt blanc, mais quand il a commencé à essayer de dire il n'est pas qu'essentiellement blanc, il est aussi communautaire, tout le monde lui est tombé dessus. On force est de constater qu'aujourd'hui, encore, l'antisémitisme, aujourd'hui, est-il essentiellement blanc? Est-ce qu'il n'y aurait pas une communauté liée à une religion qui, par de facto, serait un plus sujet à être dans l'antisémitisme qu'autre chose? Surtout, il ne faut pas le dire. Comme Colomb, c'est pareil. Quand il est parti, il a dit la phrase qu'on ressort même encore aujourd'hui. Il dit de toute façon, aujourd'hui, il y a deux France qui s'opposent. Sauf que si on ne fait rien, si on ne bouge pas les curseurs, ces deux France, un jour, ça va mal finir. Et force est de constater qu'avec ce qui s'est passé le 1er mai, moi j'ai envie de dire, ça monte crescendo. Et très clairement, la LFI est le parti de la bordélisation du pays pour atteindre ce paroxysme. Monter les Français les uns contre les autres. Augmenter les frustrations, les haines, les injustices. Accentuer les préférences au détriment de ce qui est logiquement, moralement, historiquement, culturellement intrinsèque à la société française. Quand vous avez Mélenchon qui parle de créolisation, aujourd'hui on le sait, le multiculturalisme dans les pays occidentaux, ça ne marche pas. Je le répète et je l'affirme, le multiculturalisme dans les pays occidentaux ne marche pas. Regardez la Suède, qu'on prenait comme exemple d'un pays dans lequel le multiculturalisme est exemplaire. Oui, aujourd'hui, les Suédois, ils sont en train de revenir, ils sont en train tous de faire machine arrière. Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter le délire. Et ce qui est très intéressant, c'est d'entendre ces gens qui défendent le multiculturalisme. Le multiculturalisme, il fonctionne à partir du moment où vous avez plusieurs communautés, plusieurs origines, mais avec les mêmes racines. Alors oui, la France des années 50, 60 était une société plus ou moins multiculturelle, parce qu'elle avait une descendance de plusieurs vagues d'émigration, mais qui étaient des vagues d'immigration intra-européennes. Les premières générations issues des pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, et même de pays noirs africains, ces premières générations s'installaient en France avec une aspiration, avec une ambition d'intégration. Ce qui n'a plus été le cas dans les années 70. Pourquoi ? Parce que les années 70, c'est la fin des 30 glorieuses, c'est la fin du plein emploi. Donc vous avez des vagues d'émigration qui sont arrivées en France, mais il n'y avait rien pour eux. Il n'y avait pas de travail. Souvent parce qu'ils n'étaient pas forcément qualifiés, sous-qualifiés. Donc évidemment, aujourd'hui, quand on vous dit oui, regardez, si on retire l'immigration, demain, les Français, il faudra qu'ils fassent les poubelles, il faudra qu'ils fassent le ménage, etc. Donc c'est-à-dire que vous admettez que vous avez réservé des secteurs d'activité à des gens issus de l'immigration et qu'on s'est contenté de les utiliser parce que on pouvait les sous-payer, mais qu'on ne leur a pas donné accès à pouvoir évoluer, accéder à des diplômes, à des qualifications, etc. Mais non, mais en fait... mais non, c'est pas non, mais en fait, c'est une réalité. Il y a une société multiculturelle qui ne fait que subventionner une partie de cette population issue de l'immigration pour s'autoproclamer, se prétendre être multiculturelle. Non, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'à un moment ou à un autre,
vous avez une autre frange de la population qui va se trouver frustrée, trouver ça injuste, et c'est déjà le cas. Pourquoi des Français aujourd'hui se retrouvent surendettés parce qu'ils sont obligés de payer leurs frais de santé, alors qu'un étranger qui déboule et qui dit « j'ai pas d'argent, je suis pauvre, je suis malade ». Ok, pas de problème, on a la MEE pour vous. Frais gratuits. Alors aux États-Unis, il y a des étrangers qui peuvent venir aux États-Unis se faire soigner. Mais tout est privé. C'est-à-dire que ce sont des organismes qui payent avec des dons, avec des opérations de charité ou des trucs comme ça. Mais les places sont limitées. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Et à partir du moment où l'étranger s'aperçoit qu'il n'y a pas de place pour lui parce que il a déjà certains de ses compatriotes qui, eux, ont eu le bénéfice de ses positions, démerde-toi. Travaille, trouve un travail. Alors, déjà, avant, fais-toi régulariser, évidemment, c'est ce qui est le plus important. Travaille. Même à la limite, tu peux faire venir ta famille qui, elle aussi, travaille et fournit un revenu qui est ensuite globalisé. Et par ce revenu globalisé, généralement, ils ont les moyens de se payer une assurance santé. Même parfois avec des options bien plus importantes que le simple américain moyen, etc. Ça, là-dessus, je peux vous dire, les hispaniques, ils savent faire. Ça, ils sont beaucoup plus démerdables que certains américains, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, la société multiculturelle, dans l'état de la situation économique et sociale et culturelle française, ça ne peut pas fonctionner. Surtout si en plus vous acceptez sur le territoire des gens issus d'une religion et que dans cette religion, je dis bien pas tous les musulmans, mais dans leur religion, il y a quand même des doctrines, il y a quand même des gens qui sont dans l'état d'esprit fondamental de conquête, de soumission. Certains même ne se cachent même plus dans leurs prêches, dans certaines mosquées, de parler d'une France islamique. Donc c'est à partir du moment où il y a cette volonté. Donc quand vous avez des associations, des mouvements, des groupes de petits Français blancs, décérébrés, qui militent, qui protègent, qui sécurisent, qui sacralisent ces gens-là, après que quand vous avez un Premier ministre qui décide de les dissoudre, alors je ne parle pas spécifiquement de ceux qui sont actuellement visés, mais d'une manière générale, c'est la responsabilité de l'autorité de l'État de dissoudre des organismes qui, à un moment donné, peuvent aller à l'encontre des intérêts de la nation, de la sécurité, du peuple, des lois. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. La société américaine est une société multiculturelle, mais sur laquelle est appliquée une ligne de conduite. La loi américaine, auquel tout le monde doit se soumettre. Après qu'il y ait des communautarismes, oui, ça fait partie intrinsèque de la culture, issue de la culture anglo-saxonne, même si certains n'aiment pas utiliser ce terme-là, mais il n'empêche que. La seule petite lutte culturelle qu'il peut y avoir, c'est en effet la lutte entre la culture anglo-saxonne et la culture latine. Mais c'est pas flagrant, si vous voulez. Parce que justement, la société américaine fonctionne par ce principe de communautarisme. Et parfois de la reconnaissance. Par exemple, si vous allez dans le Nouveau-Mexique, je crois que c'est Albuquerque, vous verrez Albuquerque, c'est une ville qui est géniale parce que tout le centre-ville a gardé cet aspect très typique, très culturel, très architectural mexicain. Il n'y a quasiment pas de building dans le centre d'Albuquerque. Donc ça veut dire qu'il y a quand même... On arrive à trouver une certaine harmonie, quelque part. Vous trouverez toujours des rageux qui ne sont pas d'accord, mais ils sont extrêmement marginaux, extrêmement minoritaires. Donc voilà, j'ai développé un peu l'ensemble de mes arguments contre François Hollande, comparativement à d'autres. Alors,
Ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein. Moi c'est mon point de vue. Que vous considériez qu'Emmanuel Macron est le pire, allez-y, expliquez. Expliquez pourquoi, parmi tous ces présidents, vous estimez qu'il y en a un qui est plus mauvais que les autres. De par ce qu'il a fait, de par ce qu'il fait. Parce que oui, si vous me dites Emmanuel Macron, je suis d'accord. Mais encore une fois, je vous le dis, ce que fait Emmanuel Macron, on le savait. Depuis 2017, depuis le moment où il a fait sa première campagne en 2016, on le savait que c'était son plan, que c'était son programme. Même si certains n'ont pas voulu le voir sous cet angle. Et dont d'ailleurs certains aujourd'hui ne veulent pas le voir sous cet angle. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter. Mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Diffusez aussi cette vidéo parce que peut-être que ça peut faire réagir certaines personnes et les convaincre aussi de participer à ce débat finalement, de savoir qui aujourd'hui est le plus mauvais président de la Ve République. Bonjour, pis du mieux.